Éloge à Jeannette et Jean-Paul, arrière-grands-parents, grands-parents, parents, mom, dad. Cet éloge est une occasion d'amener leurs souvenirs à nos esprits présents. Jean-Paul est parti le 3 octobre 2018 et 14 mois plus tard, Jeannette l'a suivi dans la soirée du 31 décembre 2019. Cet éloge, c'est un peu pour leur dire que nous ne les oublions pas, mais aussi pour prendre un moment ensemble ou individuellement pour réfléchir sur la manière dont nous vivons avec le souvenir de ce qu'ils nous ont apporté, de ce qui reste d'eux, en nous, pour toujours et à jamais. Cet éloge, c'est tenter une fois de plus de capter leur essence si particulière, parler de ce qui les rendait uniques à nos yeux. Cet éloge, c'est d'abord pour eux, mais c'est aussi pour nous. C'est une occasion de célébrer leur vie qui se prolonge dans la nôtre. Jeannette, si tu étais un oiseau, tu serais un merle bleu, symbole de douceur, de bienveillance, de modestie sans prétention et de bonheur simple. If you were a bird, you would be a bluebird, symbol of gentleness, benevolence, unpretentious modesty and simple happiness. Cet oiseau rare nous rappelle que nous sommes nés pour le bonheur et la plénitude. Mais parfois, nous sommes tellement absorbés par notre quotidien que nous perdons de vue ces merveilleux petits moments de bonheur qui deviennent aussi rares que cet oiseau puisse l'être. Le merle bleu ne pousse pas et n'intimide pas les autres oiseaux, mais il peut être farouche et déterminé lorsqu'il est menacé. Il est connu pour mettre en fuite des oiseaux 2 fois plus gros que lui. Lorsqu'un oiseau bleu entre dans notre vie, c'est une occasion de faire l'expérience de cette partie joyeuse en soi dont nous perdons trop souvent le contact. Jeannette, Peaceful Bluebird. Grande guerrière et chasseuse de monstres terrifiants de la nuit, cachés sous nos lits et dans les placards obscurs de nos chambres à coucher. Paisible merle bleu, tu t'effaçais souvent pour faire passer tes enfants en premier. Lorsque nos regards se sont croisés pour la première fois en janvier 1963, tu avais déjà 39 ans. Avec une famille composée de 4 filles et 2 garçons, tu étais présente, accueillante, attentive et heureuse d'être ici avec nous, tes enfants. Citoyenne américaine, née en septembre 1924 à Beecher Falls, dans le Vermont, à un jet de pierre des frontières du New Hampshire et du Canada, tu étais la cadette de 3 enfants. Paul, né en 1921,
et ta sœur, Rita, avait 1 an de plus que toi. Tu étais un bébé inattendu, un bébé surprise, qui a dormi entre 2 chaises de cuisine collées ensemble pour faire un berceau improvisé. Irène Lefebvre, ta mère, a vu le jour à Saint-Malo d'Auckland en 1902 et Wilfrid, ton père, est né à East Hereford en 1898. Certains souvenirs de ton enfance étaient empreints d'histoires de petits bonheurs, mais ceux-là qui m'impressionnaient, c'étaient ces anecdotes où tu découvrais à travers le regard innocent de ton enfance la dure réalité de la vie et le monde parfois cruel sur une ferme des années 30. Adolescente, tu jouais au basketball et je devine que les filles de ton équipe t'avaient choisi comme capitaine parce que tu avais ces qualités de chef: confiance en soi, respect des autres, persévérance, authenticité et surtout constance. Des traits de caractère qui te préparaient peut-être à ton futur rôle de maman, que dis-je, de matriarche, d'âme vaillante, forte et délicate à la fois et qui aime tendrement ses enfants d'un amour équanime. Plus tard, tu as développé un intérêt, une passion pour le baseball, pour son côté statistique. Que serais-tu devenue si tu étais née dans les années 1960 ou 2020? Peut-être une femme d'affaires aguerrie et grande philanthrope? Et d'où provenait ce surprenant sens de l'humour qui est devenu de plus en plus incisif et percutant au fur et à mesure que le temps passait? Moi, je crois que l'humour, c'était ton baume contre l'adversité. Jeune femme, tu as travaillé comme vendeuse de disques chez Mignot Musique à Rouen. Je comprends bien pourquoi tu as choisi cet emploi. La dance music des années 40 a toujours résonné fort en toi. Foxtrot, jive, jitterbug, swing sur des airs de boogie-woogie, Tommy Dorsey, Count Basie, Peggy Lee, oh, In the Mood de Glenn Miller. Je me souviens d'une photo de toi avec une splendide coiffure bouclée, mythique des années 50, marquée par le contexte de l'après-guerre. C'est la grande décennie du glamour. Tu ressemblais à une icône du cinéma hollywoodien. Tu me disais que sur cette photo, tu ressemblais à une pin-up girl. Tu avais un style fou. Et après une journée de ski et un hot toddy, tu as rencontré un beau, grand gaillard, ton amoureux, notre père. Et le 19 novembre 1947, votre mariage a été célébré aux couleurs de l'automne. Et ta robe de mariée en velours de couleur vert forêt faisait état de bon goût, d'élégance et de raffinement. « 18 ans plus tard, avec une constellation de 6 enfants et une vie de famille bien remplie, tu trouvais encore du temps pour t'impliquer dans la communauté avec le Cercle des fermières.
Je me souviens que tu visitais les jeunes mamans habitant dans des rangs de campagne reculées de l'Abitibi. Je t'ai accompagnée à quelques reprises. Tu leur apportais des paniers remplis de layettes, de formules pour bébés, de couches, de couvertures et de crème pour foufounes. Le sourire de ces jeunes mamans qu'elles te rendaient font partie de mes souvenirs right fiers d'être ta fille. Des voyages, bien sûr. L'un des plus remarquables fut certainement ta croisière sur le SS France, en compagnie de ta grande amie, Margot Racicot. Puis, il y a eu ce voyage en France et en Angleterre. À ton retour, nous avons appris, en même temps que toi, que tu étais américaine. Vraisemblablement, tes parents ont oublié de te déclarer lorsqu'ils ont passé la frontière canadienne, alors que tu dormais sur la banquette arrière de la voiture. Les grands rendez-vous de la famille élargie des Blouins avaient lieu au chalet du lac Joanne. Domiciladoré. Pendant que les jeunes écoutaient des airs de l'époque, sortis tout droit du jukebox de Simplex automatique, les adultes jouaient aux cartes en buvant du gros gin. Seul le rire carillonnant de ta sœur Rita pouvait enterrer cette joyeuse cacophonie. Elle t'appelait Dede. Ça m'a toujours intrigué, ce surnom, Dede. J'ai su plus tard que cela provenait du fait que tu bégayais quand tu étais jeune. Pourtant, je ne t'ai jamais entendu bégayer. Sauf peut-être les rares fois où tu perdais patience avec nous et que tu bafouillais tous les noms de tes enfants avant d'en arriver au nom de celui ou celle qui t'avait fait damner cette journée-là. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. 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 Il y a de ces souvenirs qui s'imprègnent dans notre mémoire et dans notre cœur. Des souvenirs personnels, exclusifs, presque secrets. Un lundi 21 juillet 1969, il fait nuit et nous étions là, toi et moi, seuls dans cette grande cuisine délimitée par des armoires couleur orange popsicle, avec un plancher au carrelage damier vintage des années 50. Tu me berçais doucement en attendant l'accalmie d'un petit épisode d'une crise d'asthme. Sur le comptoir, à côté du mur des canards, une petite télévision nous renvoie une image en noir et blanc de la transmission en direct depuis la Lune, où pour la première fois, des astronautes foulent le sol lunaire. Wow! Cette nuit-là, par la magie des ondes,
Toi et moi avons été projetés sur la Lune. Juste toi et moi. Bon, et quelques 34 millions de téléspectateurs. Je m'imaginais que ces deux personnages vêtus d'une combinaison étrange qui flottait et bondissait sur la Lune, c'était nous deux. Dans mon imaginaire, nous sommes remontés dans la capsule spatiale et tu m'as retiré mon casque et je respirais déjà mieux. Ma crise d'asthme était terminée. Cette nuit-là, mon enfant intérieur se souvient que tu as décroché la Lune rien que pour moi et que tu l'as déposée juste là, par magie, sur le comptoir de notre cuisine. I love you to the moon and back. Dans mes souvenirs, le premier alunissage de l'histoire de l'humanité fut un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité, mais au-delà de tout, un moment unique et spécial d'une petite fille avec sa maman. Il y a tant à se remémorer et si peu de temps pour le faire. Il faut aller à l'essentiel. Ta vie fut remplie à ras-bord d'amour. Ta passion, ta force vitale, c'était nous, tes enfants. Le son de ta voix, de ton parfum, l'odeur de ta soupe à l'orge, de ces tranches de pain nappées de lait et saupoudrées de cassonade que tu nous préparais au retour de l'école, ta salopette grise et ton col roulé jaune, la douceur de tes gestes, mam, sont empreints d'une bonté d'âme. Cette paix intérieure, cette compassion pour les autres et ce bonheur simple et tranquille, cher peaceful bluebird. J'aime à croire qu'ils sont un peu en nous, maintenant et désormais. Je l'espère, je nous le souhaite. Cet héritage venant de toi, nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, le portons en nos cœurs, chacun à notre manière. Nous t'embrassons, nous t'aimons à jamais et pour toujours. Jean-Paul, Alouette intrépide. Dans son poème, René Char parlait ainsi de l'alouette. Extrême braise du ciel et première ardeur du jour. Elle reste sertie dans l'aurore et chante la terre agitée. Carillon maître de son haleine et libre de sa route. Le vol de l'alouette est fait de grandes montées vers le ciel et de chutes vertigineuses vers le sol. On dirait qu'elle porte des messages de l'un à l'autre. Cet oiseau qui fut vénéré par les Gaulois symbolise l'allégresse, l'ardeur juvénile et l'élan vers la joie. Celui qui porte son symbole est protégé et ne pourra être persécuté. Jean-Paul, chef de famille, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, homme d'affaires, inventeur, patenteur, musicien, politicien,
expert en bonbons caramel Werther et Monsieur Jolicoeur à ses heures. En 1882, ton grand-père Jean-Baptiste Corbeil s'installe à l'ouest de Mattawa, le long de la ligne du Canadian Pacific Railway, pour y construire un moulin et un garage. C'est la naissance de la ville Corbeil, située dans la municipalité de East Ferris, en Ontario, et qui dénombre aujourd'hui plus de 4500 âmes. Toi, tu nais en 1923 à Bonfield, situé à quelques battements d'ailes de Corbeil. Éveillé et curieux de nature, tu t'amuses à démonter et remonter, pièce par pièce, le piano de l'hôtel Ottawa, propriété de ton père Noé. Tu aimais divertir la clientèle de l'hôtel en interprétant le répertoire populaire de l'âge d'or du jazz, des big bands et de la musique swing avec les Duke Ellington et Benny Goodman. À cette époque, les chansons de guerre étaient très populaires et, bien entendu, elles faisaient partie de ton répertoire. En 1942, alors que la Deuxième Guerre mondiale faisait rage depuis déjà 3 ans, tu quittes le Collège Bourget de Rigaud, sans prévenir ta mère, faut-il le préciser, pour joindre le tout premier escadron francophone d'appui tactique de l'aviation royale canadienne appelé Alouette, dont la devise était « Je te plumerai », comme dans la chanson. Le choix d'oiseau comme emblème n'est pas innocent, puisque l'alouette est un symbole associé à la résistance du français. Déterminé à faire la traversée outre-mer le plus vite possible, tu as demandé la formation militaire la plus courte. C'est comme ça que tu es devenu mid-gunner sur un bombardier. Il fallait avoir des nerfs d'acier pour prendre place dans la tourelle ventrale d'un avion de guerre avec une mitrailleuse en survolant les zones de danger la nuit, pas une fois, ni 2, ni 3, mais 40 fois. Dans une chronique sur les souvenirs de guerre, le journaliste Lagacé t'a demandé si tu avais déjà eu peur durant tes missions. « Jamais » que tu as répondu, en ajoutant que tu n'avais eu que quelques appréhensions tout au plus. Je te reconnais bien dans cette déclaration. Tu as fait l'histoire avec un grand H, Dad. Toi et tous ces hommes qui sont allés à la guerre êtes des géants plus grands que nature. Raconter tes récits de guerre faisait partie d'un rituel de passage pour tous les amis que j'amenais à la maison. Cette expérience de guerre que tu as vécue alors que tu n'avais que 18 ans a laissé une empreinte forte chez toi. La mémoire du corps est complexe et elle n'oublie rien. D'ailleurs, 71 ans plus tard, en 2015, tu as rédigé l'épilogue de cette partie importante de ta vie que tu as intitulée « Ma dernière mission »,
et qui visait à partager ton histoire avec les prochaines générations. À ton retour de guerre, tu as démarré 2 commerces d'articles de sport. La dimension sociale a pris une grande place dans ta vie. Citoyen actif, tu as été échevin pour Noranda, membre de la Chambre de commerce, des Cadets de l'air, du Club Kiwanis, des Chevaliers de Colomb, du Club de hockey, du Club de ski, de golf et bien entendu du Club de chasse et pêche. Peu de gens savent que tu as servi de guide privé au premier ministre du Québec, René Lévesque, lors de sa visite en Abitibi. Et tu as terminé ta carrière à la direction du service du personnel et de la sécurité de Brazeau Transport. La sécurité, c'était vraiment ta tasse de thé. À cet égard, tu as même reçu une prestigieuse reconnaissance provinciale pendant plusieurs années consécutives. Inventeur à tes heures, tu as même breveté un appareil de mesure pour l'achat de ski alpin et pendant des années, tu as travaillé sur un modèle de roue perpétuelle en bois qui a traîné longtemps sur ton établi au sous-sol. Tu aimais beaucoup la chasse et la pêche. Et pour marquer un grand coup à la fin de ta vie professionnelle, tu as fait un ultime voyage de rêve de pêche dans l'Ouest canadien. Alouette intrépide. Tu étais d'une grande droiture, devenue un peu rigide avec le temps, mais avec un cœur de feu et une âme de guerrier qui n'a pas froid aux yeux. Tu étais de cette trempe d'homme qui aidait son prochain et qui donnait du temps aux moins bien nantis en leur payant un déjeuner, par exemple. En échange, ils devaient écouter ton laïus un peu moralisateur, captif devant 2 toasts, des œufs et du bacon. Tu aimais ta famille profondément, égare à celui qui en voudrait à l'un de tes enfants. Tu représentais la stabilité, la solidité et la force de notre constellation. Un fait remarquable, je ne me souviens pas de vous avoir entendu une seule fois vous disputer, toi et Mom. En tout cas, pas devant moi. Toute blanche, la neige tombe et tombe et tombe. La grâce hivernale bondit de flocon en flocon. Et nous voilà projetés, toi et moi, en cette veille du jour de l'an de mes 7 ans. La famille vole et disparaît dans un tourbillon de bottes, de manteaux, de mitaines et de chapeaux. En joyeux cortège, tout le monde quitte pour aller fêter le nouvel an chez grand-maman Irène,
qui habite à 2 coins de rue de chez nous. Cette fois, je dois rester à la maison avec toi, fidèle à ton rôle de gardien du château fort, parce que mes yeux sont tout bouffis après avoir joué avec des noix de Grenoble et bien innocemment frotté mes yeux. Ouais. Viens avec moi, cocotte. Je vais te raconter une histoire en pointant du doigt la table à café du salon où il y avait un plateau composé de 64 cases, 32 noires et 32 blanches. D'un sac rouge en velours, tu en sortais des personnages en bois sculpté. Fin raconteur que tu étais, tu t'investissais avec minutie dans la présentation de chacun des personnages. Tout ça m'interpellait au plus haut point. Je voulais en savoir plus. Le monsieur avec une couronne, c'est le roi. C'est lui le boss qui se déplace dans n'importe quelle direction, mais un pas à la fois pour éviter de se mettre dans le trouble. Elle, c'est la madame. Elle porte aussi une couronne. C'est une reine avec de grands pouvoirs de persuasion qui lui permet de surmonter n'importe quel obstacle. Ça, c'est la tour qui inspire le droit chemin, la rectitude et la loyauté. Elle fait confiance à son cœur et à la pureté de ses intentions. Le fou, c'est le visionnaire qui pense autrement. Mais des fois, il peut gêner les autres et les autres peuvent le gêner. Le cheval représente le courage dont il doit faire preuve toujours. Parce que s'il décide de passer par-dessus les autres, il doit y penser à 2 fois. Les pions, eux, se déplacent lentement mais sûrement. Ils symbolisent la place qu'ils doivent prendre au milieu des autres. Et si l'un d'eux fait bien son boulot, il peut devenir une madame couronnée à son tour. C'est ainsi que tu m'as enseigné ce jeu symbolique et métaphorique, riche de sens cachés et d'aventures de l'esprit, un continuel passage vers le meilleur en soi. Comme dans la vie, il y a dans ce jeu beaucoup d'analogies qui m'ont montré que devant un problème, il faut parfois suivre une idée jusqu'au bout en sortant des sentiers battus. Dad, merci d'avoir été un papa qui a su contribuer à réveiller ma curiosité et mon imaginaire, parfois un peu débridé. Mais le plus beau legs que tu m'as offert, c'est ce goût, cette passion pour le piano et la musique. Tu as été l'allumage de cette flamme qui m'anime et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Lorsque je touche à un clavier, je pense un peu à toi et je te revois souvent guidant mes petits doigts potelés sur les notes de ce vieux piano droit qui se tenait au garde-à-vous dans le sous-sol de notre maison à Noranda. Chère alouette intrépide, aujourd'hui, on ne peut ni te voir ni t'entendre, mais nous savons que tu continues à veiller sur nous et à nous insuffler de bons conseils, comme tu l'as toujours fait à ta manière. Nous t'aimons et nous t'embrassons infiniment. Mom, Dad, merci pour les parents, grands-parents et arrière-grands-parents que vous avez été. Merci pour votre gentillesse, votre soutien, votre sens de l'humour et votre originalité qui ont soufflé sur nos vies. Merci de nous avoir tant aimés et de continuer à le faire de là-haut pour l'éternité.
Il y a longtemps qu'on vous aime, jamais on ne vous oubliera.